Comment mettre en place un système de glisser-déposer sur notre calendrier Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans cette nouvelle vidéo de notre série consacrée à la création d'un calendrier sur Excel, nous allons découvrir comment mettre en place un système de glisser-déposer sur notre vue hebdomadaire. Ce glisser-déposer va donc nous permettre de modifier rapidement des tâches intégrées sur le calendrier directement à la souris sans avoir besoin de nous rendre dans l'onglet de gestion des événements. Cela sera donc un gain en termes de confort, mais également en termes de temps nécessaire pour effectuer ces opérations. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. La vidéo que vous vous apprêtez à regarder s'inscrit dans le cadre d'une série consacrée à la création d'un calendrier dynamique sur Excel. Tout au long de cette série, nous allons voir comment mettre en place un calendrier dynamique que nous pourrons ainsi modifier avec une gestion des différents événements, mais également avec une vue hebdomadaire dans laquelle nous allons intégrer la notion de glisser-déposer qui nous permettra de modifier directement les différents paramètres des tâches que nous allons mettre en place sur ce calendrier. L'objectif donc de cette série de vidéos est de mettre en place un outil que vous pourrez utiliser au quotidien qui vous permettra de gérer vos journées de manière efficace et de manière très rapide. Pour obtenir directement votre exemplaire de l'application, ce qui vous permettra non seulement d'obtenir directement l'application finale, mais également les différents fichiers intermédiaires qui vous permettront donc de suivre toutes les étapes de chacune des vidéos en même temps que moi, suivez simplement le lien que vous retrouverez dans la description de la vidéo. Alors pour commencer, nous allons revenir sur le tableau de gestion des événements que nous retrouvons sur la feuille de calcul événements. Sur celle-ci, nous retrouvons donc le tableau qui permet d'enregistrer chaque événement avec sa date, son heure de début, la description, l'état qui permet de générer la notification et enfin l'index qui permet d'identifier rapidement une ligne. Nous allons également insérer une nouvelle colonne tout à la fin de ce tableau en saisissant donc tout simplement l'entête de cette colonne. Ici, nous allons l'appeler heure fin. Cette colonne nous permettra donc d'enregistrer automatiquement l'heure de fin de chaque événement, ce qui permettra de pouvoir générer des boîtes dans lesquelles nous aurons donc un événement dont la taille dépendra de la durée de celui-ci. Il s'agira d'une information optionnelle que nous remplirons automatiquement avec une macro-commande VBA afin que lorsque l'information n'est pas renseignée directement dans la colonne, nous pourrons lui affecter par défaut une durée de 30 minutes. Ensuite, donc, nous allons créer les macro-commandes qui vont nous permettre d'ajouter le glisser-déposer directement sur notre planning au niveau de la vue hebdomadaire. Et donc, comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, pour insérer une macro-commande VBA, nous allons appuyer sur Alt F11 pour lancer l'éditeur de code VBA. Ensuite, donc, nous allons déployer le dossier des modules à l'intérieur du navigateur de projet et nous retrouvons donc ici le module 1 avec les macros que nous avions développés précédemment. Nous allons insérer un nouveau module en nous rendant dans le menu insertion et en cliquant sur module, ce qui va ici nous permettre donc de séparer les macro-commandes que nous avons déjà eu l'occasion de développer des macro-commandes que nous allons voir dans cette vidéo qui sont spécifiquement dédiées à la mise en place du glisser-déposer sur la vue hebdomadaire. Et donc ensuite, à l'intérieur de ce module, nous allons créer une première macro-commande que nous allons appeler créer tâche et qui permettra de dessiner les tâches dans le planning hebdomadaire. En effet, plutôt que d'utiliser des formules comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, nous allons vouloir qu'Excel insère automatiquement des zones de texte directement positionnées au bon endroit sur ce planning. Donc, nous revenons dans VBE et pour créer une macro, donc, nous utilisons le mot-clé sub suivi du nom de la macro. Nous l'avons vu, nous allons vouloir que celle-ci s'appelle sub créer tâche. Donc ensuite nous validons en appuyant sur Entrée pour qu'Excel insère automatiquement le end sub qui va donc marquer la fin de la macro. Et donc pour commencer, nous allons déclarer une nouvelle variable que nous allons appeler tâche et que nous allons typer en tant que shape. Cette variable sera donc utilisée pour parcourir toutes les formes que nous retrouvons donc sur la feuille de calcul, en sachant que pour VBA, une forme est une shape, et donc nous allons pouvoir utiliser une boucle for each afin de parcourir toutes ces formes. En dessous, nous appelons la boucle for each en utilisant la variable que nous venons de créer, c'est-à-dire la variable tâche, pour parcourir toutes les shapes de la feuille de calcul active, c'est-à-dire active sheet.shapes au pluriel. Ensuite, donc, nous fermons notre for avec un next. Dans cette boucle, nous allons maintenant vérifier si le nom de la forme que nous sommes en train de passer en revue commence par RDV-. Nous verrons en effet un petit peu plus tard dans le cadre de cette vidéo que toutes les formes que nous allons générer de manière dynamique dans cette macro utiliseront ce suffixe afin que nous puissions les identifier rapidement.
Donc ici, nous mettons en place un test avec une instruction if. Et pour étudier le début du nom de la tâche que nous sommes en train de passer en revue, nous allons pouvoir utiliser la fonction left, passer en argument tâche.name, c'est-à-dire le nom de tâche, et extraire uniquement les 4 premiers caractères. Ensuite, nous allons pouvoir regarder si ces derniers sont égaux à rdv-. Lorsque ce sera le cas, nous pourrons donc supprimer la tâche, ce qui permettra d'être sûr qu'il n'y ait aucun doublon sur notre planning. Et donc pour cela, nous allons utiliser la méthode delete de notre objet tâche. Et ensuite, nous fermons le if avec un endif. Maintenant, nous en arrivons à la deuxième partie de cette macro-commande, dans laquelle nous allons créer des zones de texte qui vont présenter les différentes tâches du planning. Et pour cela, nous allons commencer par déclarer une nouvelle variable que nous allons cette fois-ci appeler c et que nous allons typer en tant que range, c'est-à-dire qu'il s'agira d'une variable qui va nous permettre de manipuler des cellules Excel. Donc nous nous plaçons à la suite de notre boucle for each, nous déclarons cette variable c que nous typons en tant que range, et encore une fois, donc nous allons mettre en place une boucle for each qui va nous permettre de passer en revue toutes les cellules de la colonne date du tableau événement. Donc for each c in événement date, c'est-à-dire la colonne date du tableau événement. Comme tout à l'heure, nous fermons la boucle avec un next. Ensuite, pour chacune des cellules que nous allons passer en revue et que nous allons obtenir maintenant grâce à la variable c, nous allons vouloir vérifier si celle-ci se trouve dans la liste des jours à afficher dans le planning. Ces jours donc que nous retrouvons ici de la cellule B4 jusqu'à la cellule H4 et que nous avons appelé vue hebdomadaire-liste jour. Donc nous revenons dans notre macro et nous allons maintenant pouvoir utiliser la fonction worksheetfunction.countif qui permet de compter le nombre de cellules de la plage vue hebdomadaire-liste jour qui sont égales à la cellule C. Il faut en effet savoir que la fonction worksheetfunction.countif est équivalente à la fonction nb.si que nous avons l'habitude d'utiliser dans Excel et pour laquelle vous retrouverez donc un tutoriel complet en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo. Donc nous utilisons une nouvelle instruction if, nous appelons notre fonction worksheetfunction.countif que nous retrouvons juste ici, dans laquelle nous allons compter à l'intérieur de notre plage de calcul vue hebdomadaire-liste jour le nombre de fois que nous retrouvons une valeur qui correspond à la variable c. Lorsque cette valeur sera supérieure à 0, donc cela signifiera que nous sommes en train de passer en revue une journée qui appartient effectivement à la semaine affichée. Alors dans ce cas-là, nous pourrons effectivement insérer la zone de texte avec le détail de la tâche qui correspond. Pour afficher cette tâche, nous allons appeler une nouvelle macro que nous allons créer juste après, que nous allons appeler dessiner tâche, dans laquelle nous allons passer en argument la valeur de la cellule C, c'est-à-dire la cellule que nous retrouvons ici dans la colonne date, ainsi que les valeurs que nous allons également retrouver dans la colonne heure de début, dans la colonne heure de fin que nous avons créée juste avant, et enfin nous allons également vouloir envoyer dans la macro dessiner tâche la description de la tâche en elle-même. Donc pour cela, nous allons passer ces cellules en argument. Donc tout d'abord pour envoyer la date, nous pouvons appeler directement la valeur de la cellule C. Puis pour envoyer l'heure de début, nous allons nous placer sur la cellule située juste à droite, que nous allons obtenir grâce à l'instruction offset, en restant sur la même ligne et en effectuant un décalage d'une cellule vers la droite. Ensuite, donc, nous allons copier la virgule avec le c.offset de 0 et de 1, que nous allons ensuite coller deux fois de suite juste après. Après avoir récupéré donc l'heure de début, nous allons récupérer l'heure de fin. Celle-ci se trouve en effectuant un décalage de 1, 2, 3, 4, 5 colonnes vers la droite. Donc ici, nous allons modifier le 1 par 5. Et ensuite, pour récupérer la description, nous allons effectuer un décalage de 2 colonnes vers la droite. Voilà, donc maintenant que nous avons appelé cette fameuse macro-commande dessiner tâche, nous allons pouvoir la créer juste après. Pour cela, nous utilisons encore une fois le mot-clé sub, puis le nom de la macro, dessiner tâche, et lorsque nous appuyons sur entrée, Excel va nous insérer le end sub comme nous l'avons vu tout à l'heure, mais également les parenthèses vides qui vont ici nous permettre de venir insérer des arguments dans notre fonction. Et comme nous venons juste de le voir, ces arguments sont au nombre de 4 et sont donc les suivants. Tout d'abord, nous allons vouloir récupérer le jour, donc nous allons créer l'argument jour tâche. Ensuite, nous allons récupérer l'heure de début, donc nous allons l'appeler heure début, puis l'heure de fin, donc heure fin, et pour finir, la description de la tâche, donc description. Ensuite, donc, nous allons donner des types à chacun de ces arguments, en sachant que pour simplifier les calculs,
jour tâche sera typé en tant que double, c'est-à-dire en tant que valeur numérique avec des décimales, ce qui sera plus simple à gérer que si nous l'avions typé directement en tant que date, ce qui fait que nous aurions dû utiliser des fonctions de gestion des dates plutôt qu'utiliser de simples calculs. Nous allons procéder de la même manière pour l'heure de début que nous allons typer en tant que double et pour l'heure de fin que nous allons également typer en tant que double. Bien entendu, comme vous pouvez vous imaginer, pour la description, nous allons cette fois-ci utiliser une variable de type string, c'est-à-dire en tant que chaîne de caractères, ce qui va nous permettre de manipuler des textes. Ensuite, donc, pour récupérer uniquement la valeur des variables que nous allons passer en argument, c'est-à-dire la valeur des variables c, coffset 01, 05 et 02, nous allons utiliser le mot-clé byval avant le nom de chacun de nos arguments. Byval, byval, et pour terminer, nous allons également passer l'argument description en tant que byval. Voilà, donc maintenant, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, nous allons commencer par analyser la valeur de l'heure de fin. Celle-ci peut en effet être égale à 0, étant donné qu'il s'agit d'un argument facultatif, et que si nous ne précisons rien dans la colonne obtenue par c.offset05, alors le résultat retourné sera égal à 0, étant donné que notre argument heure de fin est de type double. Pour commencer, nous allons regarder si effectivement heure de fin est égale à 0. Lorsque ce sera le cas, donc nous pourrons définir que celui-ci est tout simplement égal à l'heure de début qui sera forcément spécifiée dans notre tableau des événements, et nous lui ajouterons ensuite 30 minutes grâce à la fonction timeValue qui permet de transformer une durée que nous venons saisir ici entre guillemets, c'est-à-dire 00.30.00 en valeur numérique de type double, ce qui permettra donc d'ajouter 30 minutes à l'heure de début. Ensuite, nous pouvons fermer le if avec un endif. Maintenant, nous sommes sûrs que dans la suite de notre variable, nous pourrons utiliser la variable heure fin et que celle-ci aura une valeur qui aura été spécifiée par défaut. Voilà, donc ensuite, pour notre macro, nous allons créer deux autres variables. Tout d'abord, nous allons créer une variable c comme nous l'avons fait dans la première macro, que nous allons donc typer en tant que range. Et ensuite, donc, nous allons ajouter une deuxième variable que nous allons appeler colonne et que nous allons elle aussi typer en tant que range. Ensuite, nous allons utiliser une nouvelle boucle for each qui va nous permettre de parcourir tous les événements de la liste de cellules vue hebdomadaire liste jour. Donc ici, pour gagner du temps, nous allons copier le nom de la plage que nous avons ici. Nous la sélectionnons, nous appuyons sur CTRL-C, puis nous allons créer une boucle for each dans laquelle nous allons utiliser notre variable c pour parcourir toutes les cellules que nous retrouvons dans la plage que nous venons de copier juste avant, c'est-à-dire vue hebdomadaire liste jour. Ensuite, donc, nous fermons notre boucle. Et donc maintenant, cette boucle va nous permettre de définir dans quelle colonne se trouve la date actuelle. C'est-à-dire que ici, dans notre table des événements, nous avons une liste de dates, et donc nous allons vouloir savoir dans quelle cellule se trouve la date, afin d'identifier la colonne qui correspond. Donc pour cela, nous allons effectuer un test pour comparer la valeur de C avec la valeur de notre argument jour tâche, qui correspondait donc ici à la colonne date de notre tableau événement. Lorsqu'effectivement C sera égal à jour tâche, alors nous pourrons définir que notre variable colonne, qui permet donc d'enregistrer la plage des cellules de la colonne dans laquelle se trouve la date, sera égale à la colonne donc de C, que nous allons obtenir grâce à C.EntireColumn. Cela étant fait, nous pouvons quitter directement le for, nous n'avons pas besoin d'analyser les autres valeurs. Pour cela, donc, nous utilisons l'instruction exit for. Ensuite, nous fermons le if avec un endif. Voilà, donc maintenant que nous connaissons dans quelle colonne se trouve la date que nous sommes en train d'analyser, nous allons vouloir identifier sur quelle ligne se trouve la ligne qui correspond à la date de départ de la tâche. Pour cela, donc, nous allons fonctionner pratiquement de la même manière. Avant cela, nous allons créer deux variables. Une première variable que nous allons appeler c heure début et que nous allons typer en tant que range. Et une deuxième variable que nous allons appeler c heure fin qui sera également typée en tant que range. Ensuite, nous allons mettre en place une boucle for each afin de passer en revue grâce à la variable c que nous allons pouvoir réutiliser ici, toutes les cellules qui se trouvent dans la plage, non plus vue hebdomadaire liste jour, mais vue hebdomadaire liste heure. En sachant, comme vous pouvez vous en douter, que cette plage de cellules correspond à la liste des heures que nous retrouvons ici sur la gauche de notre planning. Ensuite, nous fermons notre for et à l'intérieur de celui-ci, nous allons pouvoir effectuer deux tests. Tout d'abord, nous allons vouloir regarder si la valeur de C est égale à la valeur de l'heure de départ. Donc C est égal à heure de début.
Et donc dans ce cas-là, nous pourrons définir que la variable que nous allons appeler C heure de début correspond à la cellule qui se trouve à l'intersection de la colonne que nous avons identifiée un petit peu plus tôt et de la ligne sur laquelle se trouve la variable C que nous sommes en train de passer en revue ici. Et donc pour obtenir une cellule ou une plage de cellules qui se trouve à l'intersection de plusieurs plages, nous utilisons l'instruction intersect en passant en argument les cellules qui vont correspondre. Comme je viens de vous l'expliquer, nous voulons obtenir la cellule qui se trouve donc dans la colonne et sur la ligne retourner par C.EntireRow. Ici, nous n'allons pas quitter directement la boucle for, étant donné que nous allons vouloir effectuer une deuxième analyse qui va nous permettre de définir, si ce n'est pas l'heure de début, alors s'il s'agit bien de la ligne dans laquelle se trouve l'heure de fin. Ici, nous allons tout simplement copier cette partie et la coller juste en dessous, afin donc d'effectuer l'analyse non plus sur l'heure de départ, mais sur l'heure de fin. Et donc dans ce cas-là, ce ne sera pas la variable C heure début, mais bien la variable C heure fin qui sera égale donc à la cellule qui se trouve à l'intersection de la colonne et de la ligne C.EntireRow. Alors attention, ici pour éviter que les différences d'arrondi que nous pourrions avoir entre les formats d'heure d'Excel et celles de VBA ne génèrent des problèmes, nous allons arrondir les variables que nous allons ici analyser. Pour cela, donc, nous allons encapsuler la variable C en tant qu'argument de la fonction round, dans laquelle nous allons vouloir effectuer un arrondi avec caché derrière la virgule. Nous allons faire de même pour heure de début afin de pouvoir les rendre comparables. Donc round de heure de début que nous arrondissons à cache derrière la virgule. Et bien entendu, nous allons faire de même juste en dessous. Donc pour cela, nous allons encore une fois vouloir gagner du temps en copiant directement cette analyse que nous allons donc intégrer ici. Et il ne restera plus qu'à modifier la variable heure de début pour obtenir cette fois-ci la valeur de heure de fin. Et voilà, donc maintenant nous connaissons les coordonnées dans lesquelles vont se trouver les zones de texte que nous allons créer afin d'y insérer la description des tâches, sauf que ici nous les connaissons en tant que coordonnées de référence de cellules. Or, pour pouvoir dessiner nos zones de texte, nous allons avoir besoin de convertir ces coordonnées en nombre de points, ce qui nous permettra de les placer avec beaucoup de précision. Donc pour cela, nous allons créer de nouvelles variables. Tout d'abord, une variable que nous allons appeler poseX, qui va correspondre à la position horizontale de la zone de texte, laquelle va être égale à la position de la cellule départ. Ici, cette variable, nous allons la typer en tant que double. Ensuite, nous allons créer une nouvelle variable que nous allons appeler poseY, qui sera également typée en tant que double, et qui va donc correspondre à la position verticale de la zone de texte, c'est-à-dire que celle-ci sera égale à la position de la cellule départ. Nous allons ensuite créer les deux variables largeur et hauteur que nous allons bien entendu typer toutes les deux en tant que double afin de pouvoir enregistrer respectivement la largeur et la hauteur de notre boîte de dialogue. Voilà, donc maintenant nous allons pouvoir enregistrer dans ces variables donc les différents paramètres dont je viens de vous parler, à savoir que poseX est égal à C heure de début point left, poseY est quant à lui égal à C heure de début point top, qui permettent donc d'obtenir le point situé sur la gauche pour poseX et situé tout en haut pour poseY. Et enfin, pour obtenir la largeur, il faut savoir que cette largeur sera égale à la largeur donc de l'une des deux cellules, à savoir soit C heure de début, soit C heure de fin, étant donné que ces deux cellules se trouvent sur la même colonne, elles auront forcément la même largeur. Donc C heure début point white. Et donc pour finir, pour obtenir la hauteur de notre boîte de dialogue, nous allons devoir calculer la différence entre la position haute de la cellule de fin et la position haute de la cellule de départ. Donc hauteur est égale à C heure de fin point top moins C heure de début point top. Et donc pour finir, avant de pouvoir créer notre zone, nous allons définir le nom de celle-ci, c'est-à-dire nous allons définir un identifiant à partir duquel nous allons pouvoir l'appeler. Comme je vous l'expliquais il y a quelques temps dans cette même vidéo, ce nom doit commencer par RDV-. Ensuite, nous allons afficher la date, et l'heure. Donc nous créons une nouvelle variable que nous allons appeler par exemple nom zone. Cette variable que nous allons typer en tant que string afin de pouvoir y enregistrer un texte. Ensuite, nous allons définir que nom zone est égal à RDV- que nous saisissons ici entre guillemets, auquel nous allons accoler donc tout d'abord le jour. Ce jour donc que nous allons obtenir grâce à la variable jour tâche et que nous allons formater afin que celui-ci soit affiché sous la forme jour-jour, mois-mois, année-année.
Ensuite, donc, nous allons ajouter un nouveau tiret et nous allons ensuite vouloir insérer l'heure qui va correspondre. Pour cela, nous allons également appliquer un formatage de notre variable heure début, cette heure que nous allons vouloir être sous la forme de HHMM, c'est-à-dire les heures sur 2 caractères et les minutes également sous 2 caractères. Cela étant fait, nous allons maintenant pouvoir créer notre zone de texte en utilisant donc l'instruction ActiveSheet.Shapes.AddTextBox. Tout d'abord, nous allons commencer par définir l'orientation que nous allons vouloir donner à notre forme. Pour cela, nous allons appeler la constante MSO texte orientation horizontale. Ensuite, donc, nous allons définir la position de cette zone de texte que nous allons obtenir grâce à pose X et pose Y. Et ensuite, donc, la largeur suivie de la hauteur. Ensuite, donc, nous allons appeler directement la propriété name qui va nous permettre de donner un nom et de pouvoir appeler juste après facilement cette zone de texte. Cette propriété sera donc égale à non-zone, c'est-à-dire à la variable que nous avons créée juste au-dessus. Enfin, nous allons pouvoir utiliser l'instruction textframe.characters.text afin de pouvoir ajouter la description de notre tâche directement en tant que contenu de la zone de texte. Pour cela, nous allons repartir de ActiveSheet.Shapes pour appeler donc toutes les shapes de notre feuille et pour modifier directement la zone que nous venons de créer, nous allons l'appeler à partir de son nom, c'est-à-dire à partir de non-zone. Ensuite, donc, nous allons intervenir sur la propriété textFrame.characters.text, cette propriété à laquelle nous allons vouloir donner la valeur de la description que nous obtenons ici directement dans la liste des arguments, donc est égale à description. Ensuite, nous validons et ici, la macro qui permet de créer les zones de texte est maintenant terminée. Nous allons pouvoir nous placer directement sur la macro créer tâche et appuyer sur la touche F5 pour constater que effectivement ici, toutes les zones de texte ont bien été insérées directement sur notre planning. Pour nous en rendre compte, nous pouvons sélectionner l'une d'entre elles et comme vous pouvez le constater, nous pouvons maintenant les déplacer. Et donc maintenant, étant donné que ces tâches ont bien été créées, nous allons pouvoir mettre en place le glisser-déposer qui va nous permettre de modifier directement des rendez-vous à l'aide de la souris et du clavier. Pour cela, voici comment nous allons procéder. Pour commencer, nous allons créer une toute petite macro-commande qui va nous permettre d'enregistrer dans une cellule le nom de la dernière zone que nous avons sélectionnée. Ensuite, nous allons créer une macro qui va aller chercher les éléments de cette zone de texte pour mettre à jour les différentes informations de cette zone à l'intérieur de notre feuille de calcul événement. Et ensuite, pour finir, nous allons appeler cette macro-commande directement à partir d'un événement lorsque nous allons sélectionner une des cellules de notre planning, ce qui voudra dire que nous quittons le focus de la zone de texte. Voilà, donc pour commencer, vu que nous allons vouloir enregistrer le nom de la dernière zone sélectionnée, nous allons revenir dans notre feuille paramètres, puis sélectionner la cellule D8 afin de saisir dernière tâche sélectionnée. Ensuite, nous allons nous placer sur la cellule E8 située juste à droite, à laquelle nous allons donner un nom, c'est-à-dire que nous allons l'appeler tâche sélectionnée. Nous validons ensuite en appuyant sur Entrée, et donc maintenant la cellule E8 s'appelle tâche sélectionnée, ce qui va bien entendu nous permettre de la manipuler très facilement directement en VBA. Ensuite, nous revenons dans la liste de nos macros, puis nous allons nous placer tout à la fin de notre module 2 pour créer la variable sub dernière tâche sélectionnée. Dans celle-ci, nous allons tout simplement nous contenter d'enregistrer dans la cellule tâche sélectionnée que nous venons de créer juste à l'instant, la valeur qui va correspondre à l'objet sur lequel nous avons cliqué, que nous allons obtenir grâce à ActiveSheet.Shapes, et en tant qu'argument, nous allons cette fois-ci appeler application.colors, c'est-à-dire que nous allons vouloir récupérer directement la zone de texte sur laquelle nous avons cliqué, et plus spécifiquement donc son nom, grâce à la propriété name. Nous allons également vouloir sélectionner à nouveau cette tâche pour conserver le focus sur celle-ci, car lorsque la macro aura été appelée, nous perdrions ici le focus de la tâche. Pour cela, pas de problème, il suffit tout simplement de reprendre cette partie-là, donc ActiveSheet.Shapes de application.color, et appeler ici la méthode select pour sélectionner l'objet. Ensuite, pour que cette macro soit appelée automatiquement lorsque nous allons cliquer sur une zone de texte, nous allons devoir créer un lien automatique directement à l'intérieur de la macro que nous avions ici. Pour cela, nous sélectionnons ActiveSheet.Shapes de non-zone, nous appuyons sur CTRL-C pour le copier et nous appuyons sur CTRL-V pour le coller. Ensuite, donc, nous allons intervenir sur la propriété onAction qui permet donc d'affecter une macro
lorsque nous cliquons sur une zone de texte. C'est un petit peu ce que nous avons l'habitude d'utiliser sur les feuilles de calcul lorsque nous effectuons un clic droit pour sélectionner, affecter une macro. Ici, donc, nous allons saisir le nom de la macro entre guillemets. Il s'agit de la macro dernier tâche sélectionnée. Maintenant, donc, nous allons devoir relancer à nouveau la macro créer tâche en appuyant sur F5. Et lorsque nous allons revenir sur la feuille de calcul, nous allons pouvoir constater que maintenant, lorsque nous passons le curseur au-dessus de l'une des zones de texte, celui-ci prend la forme donc d'une main, ce qui indique qu'une action pourra effectivement s'effectuer lorsque nous cliquerons sur une zone de texte. Ici, nous cliquons par exemple sur celle-ci. Et si nous revenons dans notre onglet paramètres, nous pourrons voir que effectivement, Excel a bien enregistré le nom de la tâche sur laquelle nous avons cliqué. Maintenant, nous allons pouvoir mettre à jour les éléments d'une tâche en fonction de sa position sur le planning. Pour cela, nous revenons dans nos macros et tout en bas, nous allons créer une nouvelle macro que nous allons cette fois-ci appeler modifier tâche. Donc sub modifier tâche. Dans cette macro, nous allons commencer par déclarer une variable que nous allons appeler shape sélectionné et que nous allons typer en tant que shape, c'est-à-dire en tant qu'objet de feuille de calcul. Donc dim shape sélectionné as shape. Nous allons utiliser la méthode item de la collection shapes pour récupérer la forme active en utilisant la variable tâche sélectionnée qui contient le nom de la dernière tâche sélectionnée. Donc cette shape sélectionnée est égale à active sheet.shapes.item que nous obtenons grâce à la cellule tâche sélectionnée que nous avions affectée juste ici. Tâche sélectionnée. Nous fermons les crochets et la parenthèse et maintenant nous allons pouvoir intervenir directement sur la zone de texte sur laquelle nous avons cliqué. Donc ensuite nous allons créer deux variables, une variable jour tâche et une variable heure début tâche qui seront toutes les deux typées en tant que double et qui vont nous permettre de récupérer le jour et l'heure de début de la tâche sélectionnée à partir du nom de cette tâche. Donc dim jour tâche as double et heure début as double. Nous allons ensuite utiliser la fonction mid qui va nous permettre d'extraire les caractères qui correspondent à la date et à l'heure de début de notre tâche directement à partir de son nom. Donc jour tâche est égal au caractère que nous allons récupérer à partir de shape sélectionné.name à partir du 5e caractère sur 6 caractères. Donc mid shape sélectionné.name. L'extraction va donc commencer à partir du 5e caractère et nous allons vouloir récupérer les 6 caractères qui correspondent à la date. Ensuite, donc, tout ce résultat, nous allons l'encapsuler dans la fonction cdbl qui va permettre donc de convertir cette date directement en variable de type double. Et nous utiliserons ensuite la même fonction pour obtenir l'heure de départ, en sachant que cette heure de départ commence à la 12e position et que nous allons vouloir extraire ici les deux caractères. Donc nous allons copier ce que nous avons créé juste avant, nous allons modifier le nom de la variable, il s'agira ici d'intervenir sur heure de début, et ici, comme je vous l'expliquais, nous allons vouloir obtenir les deux caractères qui se trouvent positionnés à partir de la 2e place, ce qui va ici nous permettre d'obtenir les heures. Et à ce résultat, nous allons également ajouter les minutes que nous allons obtenir, donc toujours avec la même portion de code, sauf que cette fois-ci, il s'agira d'aller chercher les valeurs qui se trouvent 2 caractères plus loin, c'est-à-dire à partir de la 14e position, toujours pour 2 caractères, et ensuite donc nous allons diviser cette valeur par 60 afin de pouvoir gérer des minutes. Cela étant fait, nous allons pouvoir analyser la position de la forme sur le planning afin de pouvoir récupérer les données saisies par l'utilisateur à l'aide de la souris si celui-ci a modifié la forme. Pour cela, nous allons créer 3 nouvelles variables. Tout d'abord, nous allons créer la variable posX qui correspond à la position horizontale du centre de la forme sélectionnée qui va être calculée en ajoutant la propriété left de la forme, c'est-à-dire la position horizontale de la gauche de celle-ci, à la moitié de sa propriété wide, c'est-à-dire à la moitié de sa largeur. Nous allons la typer en tant que double, et donc, comme je vous l'expliquais, celle-ci est égale à shape sélectionnée, à laquelle nous allons extraire la valeur de la propriété left, et nous allons lui ajouter la moitié de sa largeur. Donc shape sélectionné.wide divisé par 2. Ensuite, nous allons ajouter la variable pos y-début, qui va correspondre à la position verticale du début de la forme sélectionnée, qui va être calculée en partant donc de la propriété top de la forme, à laquelle nous allons ajouter une marge de 5 pixels, qui permettra d'éviter que le texte de la tâche ne se colle directement au bord de la cellule. Nous allons donc typer cette variable en tant que double, et nous allons pouvoir aller nous occuper de celle-ci. Donc pos y-début est égal à shape sélectionné
.top plus 5 pixels. Ensuite, bien entendu, nous allons pouvoir créer la variable qui va nous permettre de déterminer la position du bas de la forme. Pour ça, que nous allons appeler posey-fin et que nous allons typer en tant que double. Cette variable posey-fin qui sera donc égale à la position de shape sélectionnée .top à laquelle nous allons ajouter la hauteur de la shape, donc shape.sélectionné.height, et nous allons retirer 5 pixels, toujours pour conserver une marge dans l'analyse des positions de nos formes. Ensuite, il ne nous restera plus qu'à analyser ces positions pour déterminer le jour et les heures de début et de fin qui vont correspondre. Pour cela, nous allons utiliser encore une fois une boucle for each qui va nous permettre de parcourir tous les éléments de la liste vue hebdomadaire-liste jour. Pour chacun de ces éléments, nous allons ensuite vérifier si la position horizontale est comprise dans la tâche sélectionnée, et si c'est le cas, alors nous pourrons ajouter la valeur de cet élément à une nouvelle variable que nous allons appeler jour-tâche nouveau. Donc nous nous plaçons en dessous, nous allons créer deux variables. Tout d'abord, pour pouvoir passer en revue les cellules, nous créons la variable C comme nous avons l'habitude de le faire, que nous allons typer en tant que range, et ensuite donc, nous allons créer la variable jour-tâche nouveau, que nous allons typer en tant que double. Puis nous allons créer notre boucle for each qui va nous permettre d'utiliser la variable C pour passer en revue toutes les cellules de vue hebdomadaire-liste jour. Ensuite, donc, nous fermons avec le next et ici c'est for each C in vue hebdomadaire liste jour. Ensuite, donc, nous allons analyser la position de C par rapport à posix. If C.left est inférieur ou égal à posix et qu'en même temps C.left plus C.white, ce qui va nous permettre d'obtenir la position de la bordure droite de la cellule C, donc C.white, est supérieur ou égal à posix. Et donc dans ce cas, nous pourrons définir que jour-tâche nouveau est égal à la valeur de la cellule C. Ensuite, nous fermons le if avec un endif. Maintenant que nous connaissons le jour, nous allons pouvoir faire de même pour déterminer les heures de début et de fin. Pour cela, nous allons déclarer deux nouvelles variables que nous allons appeler heure début nouveau et heure fin nouveau. Ces deux variables que nous allons typer en tant que double en ajoutant donc le type à la suite. Ici, donc, nous allons faire exactement la même chose. Nous pouvons donc copier la portion de code que nous avons ici et la coller juste après. Bien entendu, ce n'est plus liste jour mais bien liste heures que nous allons utiliser et ce n'est plus C.left mais C.top afin de regarder si le haut de la cellule C est inférieur ou égal à la variable posey début et également si C.top plus C.height, height pour la hauteur, est supérieur ou égal à posix-début. Et donc dans ce cas-là, cela voudra dire que la variable heure début nouveau sera égale à la valeur de la cellule C. En revanche, si ce n'est pas le cas, alors nous pourrons lancer une deuxième analyse afin de regarder si celle-ci correspond donc aux paramètres de posey-fin, que ce soit pour l'analyse du haut de la cellule C ou alors pour l'analyse du bas de la cellule C en effectuant donc le décalage qui correspond à la propriété height. Et donc dans ce cas-là, ce sera bien heure de début, heure de fin nouveau qui sera égale non plus uniquement à la variable C, mais à la cellule qui se trouve juste en dessous. Donc C.offset de 1, 0. Ici, ce décalage est nécessaire car l'heure de fin d'une tâche va correspondre à l'heure de début de la tâche qui suit dans la liste. Voilà, donc maintenant que nous connaissons le jour, l'heure de début et l'heure de fin de la tâche, nous allons pouvoir vérifier si celle-ci fait bien partie du planning, c'est-à-dire que celle-ci n'est pas égale à 0. En effet, si l'une de ces variables est égale à 0, cela signifie que la tâche ne peut pas être déplacée à cette position, et nous sortons donc de la macro juste après avoir replacé la tâche à sa position initiale. Donc nous nous plaçons juste en dessous, puis nous utilisons un test if pour vérifier si jour tâche nouveau est égal à 0, ou si heure début nouveau est égal à 0, ou encore si heure fin nouveau est égal à 0. Et donc dans ce cas-là, nous relancerons la macro créer tâche afin de replacer la zone qui a été modifiée directement à sa position initiale. Et en plus, nous sortirons ici de la macro, étant donné qu'il n'y aura pas d'enregistrement à mettre en place. Ensuite, nous fermons le if avec un if. Et donc enfin, nous allons pouvoir utiliser une dernière boucle for each, qui va cette fois-ci nous permettre de parcourir les événements de la feuille événements, afin de pouvoir utiliser une instruction conditionnelle pour vérifier si la ligne correspondant à notre tâche sélectionnée dans le planning
est égale à la ligne correspondante à notre nouvelle position, et si l'heure de début correspond également. Si c'est le cas, que ces deux conditions sont remplies, alors nous pourrons mettre à jour la ligne avec les nouvelles valeurs de jour, d'heure de début, d'heure de fin, mais également modifier le texte de la forme. Donc pour cela, nous créons notre nouvelle boucle for each en utilisant à nouveau notre variable c que nous avons créée un petit peu plus tôt, et nous allons passer en revue donc toutes les cellules de la colonne date de notre tableau événement. Nous fermons le for avec un next, et donc nous allons commencer par regarder si la valeur de c est égale à jour tâche, en sachant ici que jour tâche est bien la valeur que nous avions déterminée à partir du nom de la forme et non pas le jour que nous avons déterminé à partir des modifications effectuées par l'utilisateur. Et donc en plus de ça, nous allons vouloir regarder si l'heure de début, que nous allons obtenir pour rappel en effectuant un décalage d'une colonne vers la droite, est égale également à l'heure de début de tâche. Donc ici, c.offset de 0 et de 1. Comme tout à l'heure, pour éviter qu'il y ait des problèmes d'arrondi, nous allons arrondir directement cette variable à 4 chiffres derrière la virgule. Et nous allons ensuite vouloir regarder si celle-ci est égale également à la valeur arrondie de la variable heure de début que nous avions générée à partir du nom de la forme. Donc heure de début que nous allons diviser par 24 afin que celle-ci soit compatible avec une analyse de type double, en sachant que nous allons vouloir limiter donc le résultat à 4 chiffres derrière la virgule. Lorsque ce sera le cas, donc nous pourrons enregistrer les nouvelles valeurs, en sachant que la variable c, qui correspond donc à la colonne date, sera égale à la nouvelle date que nous venons de déterminer, donc jour tâche nouveau, que la valeur donc, qui se trouve juste à droite de c, que nous allons obtenir grâce à c offset de 0 à 1, sera égale à la nouvelle heure de début que nous venons de déterminer ici par rapport aux modifications de l'utilisateur, donc heure début nouveau. Nous allons également enregistrer l'heure de fin nouveau, que nous allons obtenir en effectuant un décalage de 5 colonnes vers la droite. Donc c offset de 0,5 est égal à heure fin nouveau. Et pour finir, nous allons également enregistrer le texte au cas où l'utilisateur aurait modifié celui-ci. Donc c.offset de 0,2 pour nous placer donc dans la colonne description, cette cellule à laquelle nous allons donner la valeur de notre objet shape sélectionné. Et pour obtenir le texte qui correspond, nous allons appeler le sous-objet textframe.characters.text. Pour finir donc avec cette macro, il ne nous restera plus qu'à appeler à nouveau notre macro créer tâche afin de pouvoir mettre à jour les différentes zones en tenant compte des modifications que nous venons de faire. Et voilà, donc nous avons maintenant une macro qui va nous permettre de déplacer une tâche sur notre planning en la sélectionnant et en la faisant glisser vers une nouvelle position. Il ne reste plus qu'à automatiser le lancement de cette macro en sélectionnant une cellule de la feuille de calcul afin de lâcher le focus qui était donc donné sur la zone de texte. Pour cela, nous allons nous placer sur la feuille de code de la feuille de calcul vue hebdomadaire en double-cliquant sur celle-ci. Et ici, nous retrouvons l'événement Worksheet Selection Change que nous avions mis en place précédemment. Nous allons pouvoir nous placer en dessous de cet événement afin de mettre en place une nouvelle analyse qui va consister à regarder si effectivement une valeur a bien été saisie dans notre cellule tâche sélectionnée. Pour cela, nous allons regarder si la valeur de cette cellule est différente de rien du tout. Et donc ensuite, nous fermons le endif. À l'intérieur de cette condition, nous allons pouvoir appeler directement notre macro modifier tâche que nous venons de mettre en place. Et nous allons également retirer la saisie de la cellule tâche sélectionnée afin de pouvoir lancer directement une nouvelle analyse lorsque nous sélectionnerons une zone de texte. Pour cela, donc, nous allons lui affecter rien du tout. Et voilà, donc maintenant nos différentes macros sont terminées. Avant de pouvoir les tester, nous allons revenir rapidement contrôler les lignes de code que nous venons de mettre en place afin de vérifier si nous ne voyons pas d'erreur qui pourrait donc nous sauter aux yeux. D'abord ici, nous voyons que nous avons appelé la cellule tâche sélectionnée, mais avec une erreur à sélectionner, il y a évidemment 2n. Ensuite ici, pour déterminer le jour qui correspond à la forme que nous avons sélectionnée, j'ai uniquement récupéré le nom que nous retrouvions donc dans le nom de la shape sélectionnée. Bien entendu, ici, plutôt que de récupérer uniquement cette valeur, nous allons devoir la convertir afin de récupérer une date que nous pourrons ensuite interpréter directement en tant que double. Pour cela, à l'intérieur donc de la macro cdbl qui permet de convertir une donnée en tant que donnée de type double, nous allons appeler la fonction dateSerial qui va nous permettre de créer une date à partir des différents éléments qui la composent. Tout d'abord, nous allons donc, comme c'est marqué ici, devoir générer l'année. L'année que nous allons retrouver donc
au niveau du nom de la shape sélectionnée à partir du 9e caractère sur les 2 caractères suivants. Ensuite, donc, nous allons copier cette partie en la sélectionnant, puis en appuyant sur CTRL-C, et nous allons ensuite donc la coller 2 fois afin de récupérer le mois et le jour. Il ne nous restera plus ici qu'à modifier donc les caractères que nous allons extraire, en sachant que le mois se trouve en 7e position et que le jour donc se trouve au début, c'est-à-dire en 5e position, juste après les lettres RDV tirées. Et ensuite, pour finir, nous allons également revenir ici. Pour rappel, cette portion de code nous permet donc de vérifier si la position de début de notre zone de texte se trouve effectivement à l'intérieur de la ligne dans laquelle se trouve la cellule C qui permet de passer en revue donc toutes les cellules dans lesquelles se trouvent les heures, et nous regardons également la partie basse. Ici, j'avais mis en place un else if qui permettait donc de passer en revue uniquement la deuxième partie de l'analyse si la première n'était pas bonne. Ici, nous allons rendre ces deux parties indépendantes en fermant le premier if et en passant donc sur un deuxième if qui est donc indépendant du premier, ce qui fait que peu importe si Excel a bien réussi cette analyse ou pas, il effectuera la deuxième afin de pouvoir affecter à la variable heure fin nouveau la valeur de la cellule située juste en dessous. Voilà, donc là, visiblement, notre code a l'air OK, nous allons le tester et nous verrons s'il y a des erreurs à gérer. Et donc pour cela, nous revenons dans la feuille de calcul vue hebdomadaire, puis nous sélectionnons une zone de texte, par exemple celle-ci, qui se trouve donc sur le mercredi 26 avril 2023 à 10 h, que nous allons déplacer par exemple au vendredi 28 à 7h30. Pour cela, nous faisons glisser la forme, puis nous la relâchons, et à ce moment-là, comme vous pouvez le constater, Excel a bien enregistré les différents paramètres tels que nous les avons définis. Alors ici, étant donné que la partie basse dépassait de plus de 5 pixels sur le créneau 8 h, Excel a considéré qu'il fallait étendre sa durée jusqu'à 8h30. Bien entendu, il est tout à fait possible de venir modifier cette marge directement ici en définissant la position donc du caractère de fin. Par exemple ici, nous allons passer cette marge à 15 pixels. De cette manière, si nous revenons à l'intérieur de cette zone, que nous la redéfinissons, même si celle-ci donc dépasse très légèrement sur 8 h, Excel va effectivement ajuster l'heure de fin pour qu'elle colle uniquement avec ce créneau. Pour le prolonger, il suffira de faire attention que effectivement nous dépassions de plus de 15 pixels. Ici, donc le créneau a bien été allongé jusqu'à 9 h. Si nous le souhaitons, nous pouvons également modifier directement l'heure de début, afin ici de commencer non pas à 7h30 mais à 8h30. Excel va alors ajuster automatiquement le créneau qui correspond. Nous allons également pouvoir revenir dans l'onglet événements afin de retrouver cette tâche qui a donc lieu le vendredi 28 avril à 8 h. Nous revenons ici, nous cherchons une tâche du 28 avril, celle-ci est donc positionnée à cet endroit-là, et comme vous pouvez le voir, Excel a modifié tous les paramètres pour correspondre avec ce que nous venons de modifier. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.